de ce qu'on avait entamé la séance précédente. Là, on va voir, je dirais, le coût associé à d'autres modalités de financement. Et donc, je vais partager avec vous l'écran. Voilà, ok. Alors. Donc là, bien sûr, une autre modalité de financement des investissements ou d'une partie des investissements, c'est le crédit bail ou le leasing. Donc le crédit bail, c'est quoi? C'est un contrat de location-financement qui permet de financer l'acquisition d'immobilisation, biens d'équipement, matériel, immeubles, usines, ainsi de suite. Et donc, le mécanisme du crédit bail, il se déroule comme suit. Normalement, une entreprise va, je dirais, faire sa demande à une société de financement parce que généralement, le crédit bail, il est exercé, l'activité de crédit bail est exercée par des sociétés de financement, des établissements de crédit spécialisés dans le crédit bail et qui sont généralement des filiales de banques. D'accord? بحال مثلا عندنا Maroc Leasing, Maghreb Bail, Wafa Bail, d'accord? Donc toutes ces entreprises-là, BMC Leasing, donc toutes ces entreprises-là, c'est des établissements de crédit spécialisés dans le leasing ou dans le crédit bail. Et donc une entreprise qui veut financer par cette modalité-là va s'adresser à une de ces sociétés-là et va lui soumettre la demande de financement, maintenant d'un matériel. OK? La société de financement va faire son étude de la même manière qu'une banque va faire l'étude d'un dossier de crédit. Bien sûr, évaluation de la solvabilité de l'entreprise, de la capacité de l'entreprise à rembourser les échéances de crédit bail, etc., etc. Et donc, une fois cette phase d'étude aura été validée, la société de financement, elle donne son accord à l'entreprise. Et à partir de là, il va y avoir un contrat de crédit bail qui va être signé entre l'entreprise et la société de leasing. Et dans ce contrat de bail, l'entreprise va être désignée comme locataire du bien. Et bien sûr, la société de leasing va en être propriétaire. Donc, à partir de là, la société de leasing va passer commande pour acquérir l'immobilisation en question, maintenant un matériel ou une voiture, et il va la livrer directement à l'entreprise. Donc, le propriétaire, c'est la société de leasing. Celui qui est locataire, qui exploite l'immobilisation, c'est l'entreprise. En contrepartie, l'entreprise, elle paye des loyers qu'on appelle redevance leasing ou redevance crédit bail, sur une durée convenue. Et l'avantage du crédit bail, c'est que au bout de la durée du leasing, au terme de la durée du leasing, maintenant 4 ans, 5 ans pour le crédit, pour le leasing immobilier ou le crédit bail immobilier, ça peut aller jusqu'à 10 ans, 12 ans, d'accord? Au terme du contrat du leasing, l'entreprise qui se positionnait en tant que locataire, elle a la possibilité de jouir de la propriété de cette immobilisation, d'acquérir cette immobilisation. Pourquoi? Parce que dans un contrat de leasing, il y a une clause qu'on appelle clause de rachat où l'entreprise que l'entreprise peut exercer pour acquérir l'immobilisation en contrepartie d'un prix qui va être payé à la fin, en plus des loyers. Donc ce prix-là, on l'appelle généralement valeur résiduelle ou valeur restante ou valeur terminale. Donc cette valeur résiduelle qui va être payée par l'entreprise va lui permettre de jouir de la propriété de cette immobilisation. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. On a dit c'est une option de rachat que l'entreprise peut exercer. Si l'entreprise ne souhaite pas l'exercer, une fois la durée du contrat de leasing sera terminée, elle va rendre l'immobilisation à la société de leasing. Il va lui dire, OK, ça y est, c'est bon, je vous rends votre immobilisation, ça y est, j'en ai fini, je n'en ai plus besoin. Mais généralement,
les entreprises ont intérêt à exercer cette option de rachat. Pourquoi? Parce que le prix d'exercice ou la valeur résiduelle, il est fixé à un niveau vraiment très, très faible. Et donc, ça, pour encourager les entreprises à acquérir les immobilisations qu'elles ont exploitées pendant une certaine durée. Parce que même la société de leasing, il ne cherche pas à se transformer en vendeur d'occasion. C'est une société de financement. Elle finance, je dirais, les investissements, il finance l'acquisition d'équipements, mais dans le but de permettre aux entreprises, au terme du contrat de leasing, de jouir de la propriété des biens qu'elles ont loués pendant la durée du leasing. Donc, à partir de là, bien sûr, bien sûr, l'option de rachat ou l'option de rachat, elle peut être exercée ou non par l'entreprise. Mais la société de leasing n'a pas le droit de refuser. Donc, si l'entreprise demande, voilà, la société de leasing va, je dirais, lui transférer la propriété du bien ou de l'immobilisation en contrepartie du paiement de ce prix qu'on appelle valeur résiduelle. Voilà, donc si on veut calculer le coût je dirais, d'un financement leasing ou d'un financement crédit bail, là aussi, voilà, on peut utiliser la méthode des décaissements nets, comme on l'a fait pour les emprunts bancaires. D'accord? Et je peux prendre un exemple. Je vais basculer sur Excel. Alors, j'arrête de le partager ici. Notons cette formule-là au départ. Donc, le coût du leasing, c'est le taux d'actualisation qui va permettre d'égaliser quoi? D'égaliser la valeur initiale de l'immobilisation, le montant de financement qui va être accordé et la somme des loyers ainsi que la valeur résiduelle qui va être versée à la fin, actualisée à ce taux. Donc, remarquez, le loyer, normalement, c'est une somme de loyer, mais comme on a des montants de loyer qui sont fixes, qui vont être payés pendant la durée, on les a simplifiés en utilisant la formule de l'annuité. D'accord? Plus la valeur résiduelle elle-même actualisée à ce taux d'actualisation K. Et donc, K étant le taux d'actualisation qui va égaliser l'ensemble des flux de décaissement avec le montant du financement initial. Certes, ce n'est pas un encaissement pour l'entreprise, ce n'est pas un encaissement initial pour l'entreprise, mais il est assimilé à un encaissement. Pourquoi? Parce que l'entreprise, ce n'est pas elle qui va acheter l'immobilisation. Elle ne va pas encaisser l'argent et acheter l'immobilisation. Non, c'est la société de financement qui va payer directement le fournisseur d'immobilisation. Mais on considère que c'est un équivalent de l'encaissement net initial. C'est pour ça qu'on prend en considération ce montant du financement par crédit bail comme équivalent de l'encaissement net initial et on cherche à trouver le taux d'actualisation qui va assurer l'équivalence. Prenons un exemple. Et je vais ouvrir Excel. Je vais pas. J'ouvre une nouvelle feuille. Arrêtez. OK. Voilà. Et on partage de nouveau. Alors. Voilà. Prenons un exemple. Bon, je vais maintenant, j'ai des. Prenons un exemple. Alors, on dit maintenant une entreprise qui veut financer l'acquisition d'un matériel. Dans, d'accord, dans la valeur d'origine est égale à
مثلا on va prendre مثلا 600 milliards. D'accord? Il va être financé par les îles, d'accord? Avec sur une durée de 5 ans, d'accord? Un loyer annuel, un loyer par an de 150 000. On va faire 160 000. Cent 170 000, allez. Dernier prix. D'accord? Et puis, on va prendre en considération un taux d'IS de, par exemple, 30%. Et une valeur résiduelle avant tout, une valeur résiduelle au terme des 5 années de maintenant 50 milliards. Alors, là, bien sûr, si on veut établir l'échéancier du tableau de l'échéancier de remboursement du leasing, donc il va se présenter comme suit. Période loyer. Hop. On a sur combien d'années? Sur 5 ans. Donc ça va se présenter comme suit. Chaque année, on va payer 170 000. D'accord? Sur les 5 années. Et la 5e année, l'entreprise, pour jouir de la propriété de l'immobilisation, il va payer 170 000 le loyer de la dernière période, plus la valeur résiduelle de 50 000, 220 000. D'accord? Donc ça, un échéancier simple. Bien sûr, la société de leasing, elle va faire son calcul financier pour estimer son rendement sur la base de taux de rendement, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant qu'entreprise, c'est de savoir quel est le coût actuariel de ce financement. Donc, l'entreprise, bien sûr, elle va décaisser combien? Elle va décaisser en brut 900 000. D'accord? En contrepartie d'un financement initial de 600 000. Sauf que les loyers qui vont être payés, c'est des charges, bien sûr, qui sont enregistrées dans autres charges externes et qui sont des charges déductibles. Donc, ça va générer une économie d'impôt, d'accord, au titre de cette immobilisation. Donc l'économie IS sur loyer est égal à combien? À 170 000 multiplié par 30%. Bien sûr, voilà, donc sur les 5 années. Même la 5e année, on va avoir une économie d'impôt de 51 000. Alors que le décaissement, il est de 220 000 la 5e année. À votre avis, pourquoi? Maintenant, un décaissement de 220 000, on ne l'a pas multiplié par 30%. On a pris juste 30% de 170 000. Parce que le surplus, c'est quoi? C'est les 50 000 de valeur résiduelle. Et la valeur résiduelle,
ne génère pas d'économie parce que ça, c'est le coût d'acquisition final, d'accord? Avec lequel on va pouvoir enregistrer ce matériel dans les bilans de l'entreprise. Et donc, ça ne constitue pas une charge et par conséquent, ça ne va pas permettre de générer d'économie d'impôt. Donc, l'économie d'impôt, elle est calculée uniquement sur le montant du loyer. D'accord? Alors, vous allez scinder en deux colonnes, valeur résiduelle. غنخليو هنايا 170,000 وغادي نجيبو هنايا وغادي نديرو 50,000 بحدا ديال لا فالور ريزيدوال باش تعرفوا de quoi il s'agit. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a décaissement, là, le loyer net d'impôt est égal à 170 000 moins 51 000. Sauf que l'entreprise, dans le cas où elle entre pour le leasing, qu'est-ce qu'elle va subir comme coût d'opportunité? En optant pour le leasing, l'entreprise va être juste locataire du matériel. Elle n'est pas propriétaire. Contrairement au cas où l'entreprise va acquérir directement l'immobilisation. Et donc, dans le cas où l'entreprise opterait pour le leasing, elle va subir une perte liée à quoi? Liée à l'économie qu'elle aurait pu générer si elle avait comptabilisé des dotations aux amortissements. Parce que si cette immobilisation appartenait à l'entreprise, elle allait pouvoir l'enregistrer dans ses immobilisations, elle allait pouvoir l'amortir et ces dotations aux amortissements allaient lui générer une économie d'impôt. Puisqu'elle a opté pour le leasing, donc elle perd cet avantage-là. Et donc, pour pouvoir mesurer de la façon la plus précise le coût du leasing, il faut prendre en considération cette perte liée à perte d'économie dièse sur dotation aux amortissements. Donc, cette perte d'économie dièse va être égale à combien? Il va être égal à, bien sûr, le matériel est amorti sur une durée de 5 ans, d'accord? Donc, sa dotation annuelle allait être de combien? Si on l'avait acheté directement, sa dotation annuelle allait être de 600 000 sur 5. Donc, 120 000. Et donc, la perte d'économie d'IS sur dotation, on a perdu, donc cette charge n'est pas enregistrée, donc on perd une économie d'impôt de combien? De 30% de 120 000. Donc 30% de 120 000, ça fait 36 000. Donc 36 000 annuels. D'accord? Et donc là, à partir de là, les décaissements nets au titre de cette opération de leasing va être égal à combien? On va décaisser un loyer, on va décaisser la valeur résiduelle à la fin et on va économiser l'impôt et donc l'économie de décaissement de 51 000 et en plus on va subir la perte d'économie d'impôt sur dotation de 36 000. Ça nous fait un décaissement net de combien? De 155 000 par an sur les 4 années et la dernière année, plus 50 000 de valeur résiduelle, ça va nous faire 205 000. Soit un total décaissement net de l'impact fiscal de 825 000. Donc là, on a un montant de financement de 600 000, le bien financé
sa valeur d'origine, elle est de 600 000 et on va payer sur les 5 années 825 000. Donc, on va chercher le taux d'actualisation qui va permettre de ramener les 825 000 à 600 000. D'accord? Donc, on a la possibilité d'utiliser Monsieur, Oui. sur les 5 ans, la dernière année, on ajoute de valeur résiduelle, alors que le matériel, ça sera pour nous. Ça sera pas en crédit même. Ça sera pas? En crédit. On va Effectivement. pas payer les loyers après les 5 ans. Non, on va pas payer de loyer. Mais pour l'acheter, pour qu'on s'approprie le bien, il faut payer ce montant de valeur résiduelle. D'accord? Et donc, c'est pour ça, je le prends en considération comme décaissement net à la fin de la durée du leasing. D'accord? Oui. Mais, bien sûr, c'est pas une, comment dire, c'est pas une charge, c'est le coût avec lequel, ou c'est la valeur avec laquelle on va enregistrer l'immobilier, ce matériel dans le bilan de l'entreprise. D'accord? Ce n'est pas une charge. Et donc, il ne va pas générer d'économie d'impôt. Donc là, on a le total des décaissements. Il faut Monsieur, qu'on cherche le taux d'activité. monsieur, s'il vous Je plaît, comment on termine. va comptabiliser l'achat après l'achat avec la valeur résiduelle? On a la comme comptabilité d'abord. Vous n'en aurez pas besoin pour répondre aux questions de la gestion financière. Mais, de toutes les manières, à la fin de la durée du leasing, vous allez bien sûr comptabiliser, vous allez payer. Ça, c'est de la trésorerie que vous allez toucher. Donc, vous allez débourser 50 000, OK? Et donc, vous allez créditer un compte de trésorerie et en contrepartie, vous allez débiter le compte immobilisation concerné. Maintenant, le compte du matériel de bureau, ça va être 23,51 le 52. D'accord? Quoique vous n'en aurez pas besoin, pour l'instant, mais c'est bien la question pour ce qui vous attendrait pour ce qui vous attendra plus tard, Inch'Allah, soit pour des concours ou là pour votre vie professionnelle. Merci. Question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Parfait. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je continue, s'il vous plaît. Donc là, on va chercher le taux d'actualisation qui va égaliser le total de décaissement net avec le montant du financement initial de 600 000. Donc là, on va faire une estimation. Donc, il y a sans actualisation, le total décaissement net est égal à 825. D'accord? Donc, il y a sans actualisation, on a un taux d'actualisation de 0%. Est-ce que le décaissement net actualisé maintenant à 10%? D'accord? Ça va nous faire 155 000 la première année sur 1 plus, bien sûr, 1 plus 10%, donc 1,10 à la puissance, combien? À la puissance 1. On fait 140. Et on va tirer la formule, d'accord? Soit un total de combien? De 618. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? À 10%, le total des décaissements nets est toujours supérieur à 600 000, est toujours supérieur au montant du financement initial. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit augmenter le taux d'actualisation. On va utiliser un autre taux à 15%, madame. D'accord? Et donc, à 15%, on est de la même chose.
D'accord? Mais au lieu de 10%, on va faire 15%. D'accord? Voilà, donc ça nous fait combien? Ça nous fait un total de 544 000. Donc, remarquez, à 15% de taux d'actualisation, on obtient une valeur actualisée des décaissements nets qui devient inférieure au montant du financement initial. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût actuariel du leasing, il se situe entre 10% et 15%. On va utiliser la lumière. Donc, on va utiliser l'interpolation linéaire. Donc, maintenant, le coût du leasing cas, c'est le taux d'actualisation pour lequel la somme des décaissements nets va être égale à combien? Va être égale à 600 000. Sachant que à 10%, on est à peine à combien? On est à 618. À 15%, on va être à combien? On va être à 544. D'accord? Et donc, à partir de là, le temps va être égal à combien? Il va être égal à 10% plus 15 moins 10 plus 5%, d'accord? Multiplié par, d'accord? Par la différence entre, donc 600 moins, alors il y en a égal, non, 600 moins 618 sur 544 moins 618. Et voilà, ça nous fait 11,26. Donc, le coût du leasing, c'est 11,26. En utilisant la méthode de l'interpolation linéaire. Bien sûr, il a pris la méthode le TRI sur Excel, qui est la plus juste. L'encaissement initial, 600 000. On va dire que les décaissements en signes différents. D'accord? Les décaissements. Voilà, sur 5 ans. OK. On va appliquer la formule du PRI. Voilà, ça nous fait combien? Ça nous fait 11,16. Donc, remarquez, comme l'intervalle il est à peine de 5%, l'écart n'est pas énorme. 11,16, 11,26. D'accord? Voilà, donc ce taux d'actualisation, c'est le coût du leasing. Combien coûte le leasing à l'entreprise? Il coûte 11,26. D'accord? Ou 11,16 en fonction de la méthode qu'on aura utilisée. Bien sûr, quand vous allez passer l'examen en présentiel, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser Excel. D'accord? Et donc, vous allez utiliser la méthode de l'interpolation linéaire qui va vous donner 11,26. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a besoin de détailler certaines choses sur lesquelles je suis allé rapidement? Dites-moi. Oui, monsieur. Parfait. OK. Alors, donc là, une fois on aura, je dirais, déterminé le coût de chaque ressource financière, je fais d'abord la méthode des décaissements nets, je fais j'encaisse initialement au titre d'une ressource financière, n'importe laquelle, d'accord? Ou là, maintenant, le cas de leasing, je n'encaisse pas, mais la société de leasing m'a financé tel montant.
Donc, quel est le montant de l'encaissement net initial ou quel est le montant du financement net initial? D'accord? Supposons bien la société de leasing, elle m'a facturé maintenant des frais. Alors, je vais rajouter maintenant une ligne. نقول مثلا تقول لي مثلا frais de dossier. D'accord? Maintenant, supposons maintenant la banque m'a facturé maintenant 5 000 de frais de dossier. D'accord? Donc, dans ce cas-là, l'encaissement initial, ce n'est plus 600 000. Ou le montant du financement initial, ce n'est plus 600 000. C'est 600 000 moins les frais de dossier. Moins les frais de dossier, non. La dernière fois. Les frais de dossier, c'est des charges. Et donc, c'est des charges qui vont générer une économie d'impôt. Donc, moins les frais de dossier, net d'impôt. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, le montant du financement initial, ce n'est plus 600 000, c'est montant du financement. Ce n'est plus 600 000, c'est 600 000 moins les 5 000, bien sûr, net de l'impôt. Donc, je me dirai net de l'impôt, je multiplie par combien? Par 1 moins le taux d'IS. Le taux d'IS, 30%. Donc, je multiplie par 70% les 5 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, le montant du financement net, il est de 596 500. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main dit 600 000 les. Donc, moi, je vais chercher le taux d'actualisation K qui va ramener le montant des décaissements nets à combien? Non pas à 600 000, mais à combien? À 596 000. Donc, regardez. Le coût actuariel du leasing, il est passé de combien? Il est passé de 11,26 à 11,49. D'accord? Monsieur, pourquoi on a déduit les frais? Il faut qu'on ajoute les frais, normalement, pour calculer le coût. C'est un décaissement. حيت حنايا ملي كنقولوا في الاول ملي كنا مثلا في لو كا دان emprunt bancaire, qu'est-ce qu'on avait fait? Maintenant, je vais encaisser 500 000 au départ et je vais la rembourser par annuité constante ou par une des modalités. Quand on l'encaisse initiale et après, il y a le montant du crédit et après, je prends les décaissements à venir. Mais à l'occasion d'un crédit bancaire, la banque me facture des frais de dossier, ou là des frais de montage de dossier, ou là des frais d'études. Finalement, alors je ne vais pas encaisser initialement l'intégralité du montant du crédit. Je vais encaisser le montant du crédit moins les frais de dossier que la banque m'aura facturé. Donc l'encaissement net initial ne va plus être 600 000 maintenant pour le cas d'un crédit, c'est 600 000 moins les frais de dossier net d'impôt. Ben de même, le leasing, la banque m'a financé 600 000. Un bien qui vaut 600 000. Voilà qui. Il a la banque, elle m'a facturé 5 000 dirhams de frais de dossier. Donc finalement, là, elle ne m'a pas financé 600 000 intégralement. Alors au passage, elle m'a facturé 5 000. Les khasni نقصها من le montant de financement. راه هادشي اللي كنخلص ليها اللي غادي نخلص ليها, je vais le payer non pas sur 600 000, mais financièrement sur 600 000 moins 5 000 net d'impôt. غنخلصو غير على 596 500. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ Oui, monsieur, maintenant. Merci beaucoup. D'accord. Parfait. Donc, c'est tout à fait légitime de poser ce genre de questions. Et justement, voilà, et il faut les prendre en considération parce que si on les prend. D'ailleurs, moi, je vois des fois même
des business plans, des dossiers des demandes de financement, où on ne prend pas en considération ces détails-là. Pourquoi? Parce que, voilà, on n'a pas le réflexe de penser à la totalité des coûts associés à une modalité de financement. Mais c'est bien de développer petit à petit ces réflexes-là. Voilà, donc une fois on a mesuré le coût de chaque ressource financière, la question qui va se poser ensuite, c'est de savoir quel est le coût associé à la totalité des modalités de financement que l'entreprise va utiliser. Pour financer un projet d'investissement, je vais utiliser, je vais faire appel à mes associés, ils vont injecter des capitaux propres. Je vais faire appel à la banque, elle va me prêter de l'argent, d'accord? Et je vais solliciter une société de leasing qui va me financer maintenant par leasing l'acquisition d'équipements ou de matériel. Donc, moi, j'ai besoin de savoir le coût associé à toutes ces modalités de financement. Donc, le coût associé à toutes les modalités de financement, on va dire le coût moyen pondéré du capital. Alors, allez dans le support de cours, je partage avec vous le support. Alors, le coût de l'ensemble de mes ressources financières, le coût du capital. Alors, je vais m'arrêter pour juste attirer votre attention sur une aberration, si j'ose dire. Je dis de l'aberration. C'est l'intitulé du coût. On l'appelle coût du capital. Alors, bien sûr, en français, le capital, ça renvoie directement au capital qui est apporté par les associés. D'accord? Or, là, quand je dis coût du capital, on cherche à, je dirais, à déterminer le coût associé à toutes les modalités de financement qui vont être mobilisées par l'entreprise. Donc, c'est quoi? C'est le coût des ressources financières. D'accord? Qui vont être utilisées par l'entreprise pour financer un projet d'investissement. Le problème qui s'est passé, c'est un problème tout simplement de traduction. Qu'on a traduit de l'anglais au français. Alors, ce terme-là, à la base, c'est un terme anglophone qui a été bien sûr utilisé dans dans les pays anglophones pour signifier le coût des ressources financières. Le terme original, c'est cost of capital. Cost of capital, en anglais, la capital, ça veut dire quoi? Ça veut dire ressources financières. D'accord? Capital en anglais, ça signifie ressources financières. Mais quand je veux parler des fonds propres ou des capitaux propres, on parle d'equity. D'accord? Donc, les Français, quand ils ont traduit, et on les a suivis, c'est le cost of capital, donc coût du capital. Or, notez que quand on dit coût du capital, on cherche à signifier le coût de l'ensemble des ressources financières qui vont être utilisées par l'entreprise. Et c'est tout simplement un souci de traduction qui a été, je dirais, commis au départ, depuis quelques décennies, et qu'on continue à subir. Et bien sûr, en tant que débutant, donc notez-le avec cette nuance-là. Quand on dit coût du capital, c'est le coût des ressources financières qui sont utilisées par l'entreprise pour financer un projet d'investissement. Si les fonds propres, capitaux propres, si les emprunts bancaires, si les IN ou autres ressources financières, compte courant d'associés, emprunts obligataires ou autres. Comment on détermine le coût du capital? À travers le coût moyen pondéré des ressources financières qui sont utilisées par l'entreprise. Donc, si par exemple, maintenant je vais revenir sur Excel.
Alors, vous arrivez à voir Excel, non? Est-ce que vous arrivez à voir le fichier Excel? Non, monsieur. Non, monsieur. Parfait. Alors, je reviens. Je refais le partage dès le départ. Voilà. Parfait. Maintenant, c'est bon. Alors, supposons que pour financer un projet d'investissement, l'entreprise a utilisé maintenant capitaux propres, d'accord, emprunt bancaire, crédit bail et compte courant d'associés. Donc, les investisseurs, ils ont injecté en capitaux propres maintenant 500 000. D'accord? La banque, il a prêté à l'entreprise au titre de ce projet-là 800 000. L'entreprise, elle a financé maintenant un matériel qui vaut 300 000. D'accord? À ce prix-là. Et il manquait maintenant 400 000 qui a été apporté par les associés sous forme de compte courant d'associés. Donc, le total ressources financières qui vont servir à financer ce projet d'investissement, il est de combien? 2 millions de dirhams. Alors, maintenant, donc, Naya, c'est montant. Le coût de chaque ressource financière, alors, pour les actionnaires, il exige une rémunération de 15%. D'accord? La banque, le coût actuariel de l'emprunt bancaire, il est de 4%. Le coût actuariel du crédit bail, il est de 5%. Le coût actuariel des comptes courants d'associés, il est de 6%. D'accord? Alors, nous, ce qui nous importe, c'est de savoir quel est le coût moyen de l'ensemble des ressources financières. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer un coût moyen pondéré. C'est-à-dire que chaque ressource va être pondérée par rapport à son poids dans la totalité des ressources, dans la structure financière. Donc, maintenant, il a dit, je vais laisser une marge derrière, on va dire maintenant en pourcentage. Alors, les capitaux propres, ils représentent combien en pourcentage de toutes les ressources? 500 000 sur combien? Sur 2 millions de dirhams. Ils représentent 25%. D'accord? On va tirer. L'emprunt bancaire, il représente combien? 40%. Le crédit bail, 15%. Les comptes courants d'associés, 20%. Bien sûr, si je fais la somme, il y a 100%. D'accord? Et donc, le coût moyen pondéré de l'ensemble des ressources, il est égal à combien? Il est égal à la somme des coûts de chaque ressource pondérée par son poids dans la structure financière. Donc, c'est capitaux propres. Le coût des capitaux propres pondéré par son poids, 25%. L'emprunt bancaire pondéré par son poids, 40%, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, si je fais la somme, ça va faire combien? Donc, le coût moyen pondéré de l'ensemble des ressources financières pour ce cas-là est égal à 7,30%. D'accord? Donc, on a des ressources avec des coûts différents. Moi, j'ai besoin de savoir un coût moyen. Quel est le coût de l'ensemble de mes ressources? D'accord? Et donc, c'est 7,30%.
Donc, c'est 7,30%. D'accord? Et donc, ce coût moyen pondéré des ressources, normalement, c'est le coût d'actualisation qui est utilisé pour actualiser la dépense d'investissement et les cash flows. Où est-ce que le taux d'actualisation? Nous, quand j'ai généralement le taux d'actualisation, quand j'ai le coût moyen pondéré des ressources. Il faut qu'on sache est-ce que notre projet va permettre de générer des revenus qui vont couvrir les coûts financiers. Les revenus qu'on va dégager, les cash flows d'exploitation, vont permettre de couvrir ces coûts financiers ou pas. C'est pour ça qu'on actualise avec un taux d'actualisation, les en fin de compte quoi? Le coût des ressources financières. Et donc, si le projet arrive à couvrir l'ensemble des coûts et d'exploitation et les coûts financiers à travers l'actualisation, la valeur est positive. Le projet il est rentable. Dans le cas inverse, le projet n'est pas rentable. Il n'a pas pu couvrir les coûts financiers. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Alors, 13. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais vous demander, s'il vous plaît, de travailler. Deux exercices, 13 et 14. Et ensuite, maintenant, le cas de synthèse. Non, comme 12 et 13. Et comme l'exercice 14, il y a un exercice de synthèse. Je vais vous demander de les travailler. D'accord? Et on va les traiter ensemble la séance prochaine. Alors, Koubelman Sali, je vais juste faire un aperçu sur le comment dirais-je, le plan de financement. Je reviens au support du cours. Monsieur, excusez-moi. Oui. Pour le groupe Facebook, vous dites que vous devrez partager en plateforme ENT. Mais y a-t-il Oui. aucun lien n'a été partagé? Que je n'ai pas encore partagé. Bon, malheureusement, là, on le dit. C'est mieux comme support. Alors, comme d'abord, de toutes les manières, moi, là, je ne supprime pas les supports. Oui, comme ensemble 1. Alors, alors, la fiscalité, parce que je ne sais pas, un coup de circonstance a fait que pendant un certain nombre de séances, il y avait des problèmes de connexion. Donc, c'est pour ça j'ai fait de façon plus express avec le groupe de fiscalité. Mais Thomas, Inch'Allah, les cas de synthèse à être proposé sur Facebook. Ne vous en faites pas. Ça fait. D'accord, merci. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, il reste, je dirais, un dernier sujet sur cette partie relative au financement, le plan de financement. Les principales modalités de financement de l'investissement. On a vu comment on évalue le coût de chaque modalité de financement. Maintenant, on a besoin de savoir comment on va pouvoir utiliser ces modalités de financement. D'accord? Parce que quand on va s'engager dans un projet d'investissement, on va procéder à l'estimation
des besoins liés à l'activité, des besoins d'abord liés à l'investissement, ensuite les aspects relatifs à l'exploitation, mais à un moment, on va se poser la question de combien on a besoin pour engager ce projet-là. Et donc ça, c'est le besoin de financement de l'investissement. On a vu les principales modalités de financement, mais il faut qu'on sache maintenant comment on va mesurer le montant de financement dont l'entreprise a besoin pour financer tel ou tel projet d'investissement. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question-là, on a la possibilité d'utiliser un support qui est adapté à, je dirais, à cette question-là et qui permet de mesurer le besoin de financement lié à un projet d'investissement. Ce support, c'est le plan de financement. Alors, le plan de financement, c'est quoi? Le plan de financement, c'est un tableau qui est structuré en deux parties. Une partie emploi et une partie ressources. Dans ce tableau, on renseigne l'ensemble des flux qui vont être générés par le projet d'investissement. On envisage de lancer. Que ce soit les flux liés à l'investissement, les flux liés à l'exploitation ou également les flux liés aux modalités de financement. D'abord, je renseigne les éléments de la dépense d'investissement. Immobilisation, BFR additionnel liés au projet. Ensuite, je renseigne côté ressources les cash flows que ce projet va générer. Et à partir de là, je vais pouvoir estimer le besoin de financement total lié au projet d'investissement. Une fois ce besoin global est estimé, je vais pouvoir le couvrir petit à petit en tenant compte, je dirais, des ressources financières que je vais pouvoir mobiliser moi en tant que porteur de projet. Voilà combien je vais miser en capitaux propres. Voilà combien la banque va pouvoir me prêter. Et petit à petit, je vais pouvoir alimenter, d'accord, mes ressources avec comment dirais-je, les décaissements qui sont associés, c'est-à-dire qui sont associés à chaque ressource financière pour pouvoir, en fin de compte, vérifier est-ce que, compte tenu des ressources que je vais pouvoir lever, que l'entreprise va pouvoir en disposer, est-ce qu'elle va pouvoir couvrir tous les besoins de financement liés au projet d'investissement. Et à partir de là, bien sûr, on va pouvoir estimer l'écart entre les ressources et les emplois, d'accord? Et c'est ce qui va permettre de vérifier est-ce que notre projet est équilibré financièrement ou pas. Si on arrive à couvrir l'ensemble des emplois à partir des ressources, et bien sûr dans le temps, on dit que voilà, le projet est équilibré financièrement et donc on peut l'engager en toute sécurité. S'il y a des déficits qui sont observés à un moment donné, il faut chercher à les couvrir ou à avoir de l'assurance pour pouvoir les couvrir avant de se lancer dans le projet. Parce que sinon, on peut à un moment se retrouver à une insuffisance de ressources qui pourrait remettre en cause ou mettre en péril la continuité d'un projet d'investissement. Une précision qui doit être apportée, c'est que les flux financiers qui sont renseignés à leur valeur nominale et non pas actualisés. Que ce soit les flux d'investissement ou les flux d'exploitation. Pourquoi? Parce que dans le plan de financement, on renseigne les ressources financières et on renseigne les coûts associés à chaque ressource financière. Décaissement, que ce soit pour rembourser ou rémunérer chaque ressource financière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le plan de financement, on prend en considération le coût financier lié à chaque ressource financière dans les emplois. Donc, si je prends les cash flows et la dépense d'investissement également actualisés, c'est comme si je vais prendre en considération le coût financier ou les coûts financiers doublement. Une fois à travers l'actualisation, une autre fois à travers les charges
financières qui sont renseignées à l'occasion du remboursement de chaque modalité de financement. Donc, pour pouvoir, je dirais, mettre en application ces aspects-là, comme vous avez les exercices 12, 13 et 14 à travailler voilà, en guise de préparation de la séance de vendredi. Et par la suite, je vais partager avec vous des modèles de sujets d'examen qu'on va travailler ensemble. Peut-être ça va être fait à travers des échanges sur ou là, des partages de vidéos et des lives peut-être sur Facebook pour répondre à la demande de certains de vos collègues. Et comme ça, on va pouvoir, je dirais, approfondir davantage la maîtrise de ces différents sujets. J'espère que c'est... Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôt la séance? Pas de questions? Monsieur, toujours, on entame avec l'investissement et puis le financement dans le processus de la stratégie financière. On entame avec l'investissement et avec le financement. Oui, oui et non. Oui, parce qu'on a besoin des hypothèses d'activité, on a besoin des hypothèses d'exploitation. باش من بعد ندوزو la partie besoin de financement. On en aura besoin. Mais également, j'ai besoin de faire une estimation du coût de mes ressources financières. Donc, je dois savoir combien en moyenne vont me coûter mes ressources financières pour pouvoir actualiser les cash flows et la dépense d'investissement. D'accord, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Alors, je vais partager avec vous ce support-là de la deuxième partie. D'accord? Alors, vous allez le trouver sur le LT. Voilà, c'est une synthèse. Bien sûr, il doit être complété par toutes les explications qu'on a fait séance tenante. Et voilà, ça va être complété également à travers les études de cas qu'on sera amené à faire ensemble. D'accord? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais mettre fin à la séance. Je vous souhaite bon courage. Et juste une parenthèse avant de terminer, s'il vous plaît. Je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a un débat sur l'examen de fin de semestre, distanciel, présentiel. D'accord? Bon, ça, par la suite, c'est vraiment des sujets qui vous concernent en premier lieu. D'accord? Mais moi, en tant que professeur, j'ai le droit quand même de vous donner des conseils comme nos professeurs, nous l'ont fait, ils nous ont accompagnés jusqu'à ce qu'on est arrivé voilà, à bord. Alors, je vous dis que le mode d'évaluation en distanciel n'est pas un mode 1 qui permet d'évaluer correctement les acquis, d'accord? N'est pas un mode d'évaluation équitable pour pouvoir, je dirais, distinguer entre ceux qui ont bien maîtrisé, ceux qui ont moyennement maîtrisé et ceux qui n'ont pas fait d'effort du tout. D'accord? L'expérience l'a montré. L'inflation des notes qui a eu le semestre passé en est une parfaite illustration. Maintenant, ne considérez pas que parce que certains sont en train de manipuler, sont en train d'influencer pour que les examens se passent à distance, que ça va vous rendre service. Au contraire, ça va décrédibiliser votre candidature plus tard, que ce soit pour des masters ou même pour des postes d'emploi. Et ça se saura que maintenant à la faculté les examens se sont passés à distance. Voilà. De toutes les manières,
sert absolument à rien parce que ça n'a pas été évalué correctement. D'accord? Donc, quand on va se comparer, il vaut mieux se comparer avec les bons élèves. D'accord? Avec les Oui, institutions monsieur. d'excellence. On ne va pas se comparer avec les médiocres ou avec les moins bons. D'accord? Donc, moi, à titre de conseil, je dis, faites un effort. Vous êtes vraiment presque en fin de parcours. Alhamdoulilah, vous avez acquis de la maturité, donc vous pouvez réussir avec de la préparation. Là, bien sûr, on prend en considération le fait que les cours se sont déroulés en mode distanciel et qu'il y a certainement une partie des enseignements qui ne va pas être faite comme on l'aurait souhaité et comme on l'aurait fait si on avait assuré les cours en présentiel. D'accord? Mais au moins, il y a un minimum qui est assuré. D'accord? Et comme je vous ai dit, on prendra en considération cette variable de cours à distance soit dans la formulation des examens ou dans l'appréciation qu'on va faire. Mais de là à passer à l'extrême de l'évaluation en mode distanciel, je vous dis que là, ça ne va pas vous rendre service, vous, dans la suite de votre carrière, que ce soit pour la souscription à des masters ou là pour la candidature à des postes. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va décrédibiliser votre formation, ça va décrédibiliser votre diplôme. Et pour vous dire, maintenant, les sélections de master, on n'a pas pris vraiment les notes le semestre 6. Et là, ça s'est déroulé en mode distanciel. Et donc, de toute façon, les mêmes notes. Donc, on était obligé de retenir les examens au titre des semestres précédents en mode présentiel. Et c'est sur cette base-là qu'on a évalué. D'accord? De la même manière, même si la pression va être faite et les examens vont se dérouler en mode distanciel, là, ça ne va pas rendre service. Au contraire, ça va décrédibiliser juste votre diplôme. En fin de compte, là, c'est votre formation. Le diplôme que vous allez obtenir, c'est votre diplôme. D'accord? Donc, je voulais quand même cette pensée. Faites-en bon usage et que toutes et tous, vous aurez, Inch'Allah, de bonnes notes méritées. D'accord? Oui, monsieur, merci beaucoup. Bonne continuation. Donc, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi. Au revoir.